Maude Beckers, bonsoir. Vous êtes avocate, spécialiste des questions du harcèlement au travail. Alors, l'un des mérites, si l'on peut dire, de l'affaire Weinstein aura été au moins de libérer la parole. Et on se rend compte, avec effarement, de l'ampleur du phénomène. Il y a cette statistique des défenseurs des droits qui montre qu'une femme sur 5 aurait été victime de harcèlement au travail. Une femme sur 5. Une femme sur 5. Et ce qui est important dans ce chiffre, c'est que ce n'est pas simplement des déclarations de femmes qui ne peuvent pas être vérifiées, parce que quand on interroge la communauté de travail, c'est-à-dire les témoins, les salariés, eh bien, il y a un salarié sur 5 qui peut confirmer qu'il a vu une situation de harcèlement sexuel au travail. Alors c'est quoi? Où est-ce que ça commence le harcèlement? Est-ce que des blagues grivoises? Est-ce qu'il faut qu'il y ait nécessairement attouchement? C'est quoi? Alors, il y a plusieurs types de violences sexuelles. Il faut le saisir pour pouvoir après avoir la bonne réponse. Le harcèlement sexuel, c'est le fait d'imposer des propos, des comportements à connotation sexuelle qui vont atteindre la dignité de la femme ou qui vont créer un environnement professionnel intimidant ou offensant. Donc il faut d'abord des faits et des comportements à connotation sexuelle, mais également démontrer que ça porte atteinte à la dignité. Donc ce n'est pas forcément quelque chose d'évident à établir, et c'est donc pas n'importe quel propos qui vont pouvoir donner lieu à sanction. Et il y a les agressions sexuelles, ou pire les viols. L'agression sexuelle, elle, nécessite qu'il y ait un attouchement, qu'il faut que la personne soit touchée sur ce qu'on indique être les parties intimes, donc le sexe, les cuisses, la bouche, les seins. Et c'est la différence entre le harcèlement et l'agression, c'est le contact physique. Alors vous défendez ces victimes. Est-ce qu'il y a un public qui est plus particulièrement exposé? On pense évidemment à des femmes jeunes qui viennent d'être embauchées. Alors, il faut savoir que dans mon cabinet, je défends tout type de victimes de harcèlement sexuel. C'est tout profil de femmes. Ceci dit, il y a quelque chose qui est quand même commun dans ces dossiers, c'est que ce sont des femmes qui sont en situation de fragilité. Quand je dis en situation de fragilité, je ne veux pas dire qu'elles sont fragiles. Je veux dire que leur situation est précaire, en règle générale, c'est-à-dire qu'elles sont ou en renouvellement de CDD, ou elles sont dans des situations précaires au niveau familial, femmes isolées, souvent avec des enfants à problème, rupture. Mais il y a un autre type de fragilité qu'on identifie un peu moins, c'est la fragilité de la femme investie aussi dans sa carrière. C'est-à-dire que j'ai aussi des femmes qui ont 30 ans de carrière derrière elles, qui ont grimpé les échelons, qui sont totalement identifiées, qui identifient totalement leur travail, pour qui c'est extrêmement important. Et le harceleur sait que la carrière et le travail pour elle est extrêmement important et qu'elle va hésiter à tout perdre parce qu'elle va révéler les faits. Alors, je vous propose, Maude Beckers, d'écouter ce témoignage. C'est une femme qui avait été embauchée dans une mairie dans le Rhône. Et vous allez voir, immédiatement, elle a été l'objet de gestes déplacés de la part de l'adjoint au maire. Écoutez ce témoignage. J'étais tétanisée. Premièrement, parce que je me disais, je suis grillée pour mon travail si je dis quoi que ce soit. Parce que c'était un supérieur hiérarchique. C'était un notable du coin et on sait très bien que dans la fonction territoriale, on est recruté par les élus. Et deuxièmement, je ne savais pas quoi faire parce que je me disais, c'est sa parole contre la mienne. Et lui, en fait, il a continué pendant 1h30 à me toucher la main, à me caresser le bras, donc je le repoussais sans arrêt, à me toucher la cuisse. Je me suis sentie salie et surtout dégoûtée aussi parce que je me suis dit, il fout ma carrière en l'air. C'est dégoûtant, quoi. Quand elle dit c'est sa parole contre la mienne, ça veut dire que les collègues de bureau, dans ces cas-là, ils vous lâchent, ils ne vont pas dire oui, c'est un porc, le N+1, ils ne viennent pas témoigner. Dans ces cas-là, la femme qui dénonce son harceleur se retrouve toute seule. Il y a une grande lâcheté dans l'entourage immédiat. Selon l'enquête du défenseur des droits, 65% des femmes se sont senties seules quand elles ont voulu révéler les faits de harcèlement sexuel, donc une grande majorité. Ça s'explique parce que le monde du travail est un monde où il y a un lien de subordination qui existe entre l'employeur et le salarié. Et malheureusement, les collègues de travail qui sont témoins savent aussi que s'ils témoignent, ils vont faire des vagues souvent vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique, parce que majoritairement, si on prend les statistiques aussi, dans 57% des cas, c'est un supérieur hiérarchique ou l'employeur, donc quelqu'un qui domine en situation de pouvoir. Et ils savent qu'ils s'exposent également à la perte de l'emploi. Et on sait qu'on est dans une société où retrouver un emploi, ce n'est pas forcément évident. Retrouver une ancienneté avec la succession des contrats précaires, ce n'est pas évident. Et ça nécessite aussi un certain courage de pouvoir témoigner et une prise de conscience aussi que ce que vit la victime est grave. Pourquoi alors ce silence, y compris, je reviens sur l'affaire Weinstein, d'actrices, de grandes actrices, je ne vais pas citer des noms, mais les plus grandes, qui n'avaient plus rien à attendre ni à espérer de Weinstein. Elles se sont tues. Pourtant, leur carrière était faite et elles ont laissé des jeunes actrices aller à l'abattoir aux mains de ce Weinstein. Même elles se sont tuées. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de courage, on va dire ?
Alors là, encore une fois, cette question va culpabiliser les femmes qui sont victimes. Non, je pense à Jane Fonda qui dit « je regrette de ne pas avoir parlé Oui, plus évidemment tôt. qu'elle regrette. Mais en quoi est-ce un manque de courage de devoir s'exposer, surtout quand on est une femme aussi publique, à la vindicte populaire qui va venir vous dire que vous êtes une menteuse, que ce n'est pas possible, que ce type-là, il est connu, que, a priori, rien ne vous permet de démontrer. Et puis, il n'y a pas que l'entourage aussi politique. Enfin, là, je pensais à Aline Rigaud, parce que c'est une femme très courageuse, qui est une des premières à avoir parlé, qui a commencé à dire que ça se passait dans le monde politique. Mais il faut aussi penser que ces femmes, elles ont une famille aussi. Ouais. Et que dans la famille... On a beaucoup à perdre socialement, dès lors qu'on révèle, et dans sa vie familiale, dès lors qu'on révèle. Dans sa vie familiale, la plupart des femmes disent aussi, et si je le dis, mon conjoint... qui vit aussi dans une société qui a une image sexiste, est-ce qu'il ne va pas penser que je suis à l'origine de ça? Donc elles hésitent aussi à parler à cause de ça. Alors que pensez-vous de cette déferlante sur Internet là, de Balance ton porc? De toutes ces histoires là, qui sont déversées, etc. Finalement, ça fait du refouloir. C'est une bonne démarche, vous en pensez quoi? Moi, j'en pense que si ces femmes en arrivent à avoir ce type de réaction alternative un peu violente, c'est que les voies traditionnelles qu'elles peuvent emprunter ne fonctionnent pas. Je suis confrontée systématiquement à des femmes à qui je suis obligée d'indiquer que le parcours va être celui d'une combattante, que ça va durer des années, qu'on ne va pas forcément les croire, qu'elles vont se faire malmener et que jusqu'au moment de l'audience, elles vont pouvoir voir des juges qui vont s'agacer des histoires qu'elles racontent. Donc, quand il y a ce type d'initiative, moi, je ne peux que l'analyser à travers ce prisme qui est les voies traditionnelles ne fonctionnent pas. Il faut absolument changer les choses pour qu'elles puissent dénoncer, comme quand on est victime de vol, aller au commissariat de police, être a priori cru, qu'une enquête soit diligentée et qu'on soit dans une situation normale. Mais elles sont confrontées à des difficultés. Alors après, évidemment, il ne faut pas non plus qu'elles s'exposent. Et en dévoilant des noms sur les réseaux sociaux, en effet, il y a des risques de poursuite pour diffamation. Et il faudrait qu'il y ait plutôt des organisations collectives, syndicales, associatives, pour qu'elles puissent ensuite être protégées en cas de poursuite, parce que malheureusement, les harceleurs et les agresseurs n'hésitent pas, eux, à poursuivre en justice. Maud Beckers, vous disiez c'est le parcours du combattant que d'aller en justice. Il faut aller quoi? Alors, c'est du pénal ou on va devant les prud'hommes? Quel est le parcours Alors, il y a deux parcours de la combattante. Ouais. Il y a le premier parcours qui est celui du pénal, où les femmes vont aller tenter, je dis bien tenter, parce que malheureusement, il y a 90% de classement sans suite, donc autant dire qu'on est 90% de classement sans suite. Il y a 90% de classement sans suite au pénal. Ça veut dire, et les amendes, si on est reconnu, j'ai vu, c'était 45 000 € Oui, mais enfin, ça n'arrive jamais, vous savez. Et ça, c'est les plafonds. Et 2 ans d'emprisonnement. Voilà. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vous dis qu'il y a 90% de classement sans suite, ça veut dire qu'il y a 90% de femmes qui portent plainte et qui n'ont même pas la chance d'aller expliquer leur affaire devant un juge. C'est-à-dire que ça s'arrête après l'enquête de police. C'est plus qu'un parcours du combattant, c'est une voie sans issue, là. Le pénal, actuellement, c'est quand même une voie sans issue, en effet. Et donc, les prud'hommes... l'autre voie qui est quand même à privilégier, et j'insiste beaucoup parce que souvent les femmes n'ont pas le réflexe, c'est d'aller au prud'homme, parce que ces femmes victimes sur le lieu de travail ont souvent subi ensuite des discriminations, des mutations illégitimes, des sanctions disciplinaires, pire des licenciements. Elle passe pour la fille qui pose des problèmes, quoi, voilà, qui s'entend mal avec son patron, etc. Voilà. Et souvent, la sanction, dans 40% des cas, c'est quand même des représailles professionnelles. Et donc, il faut absolument aller au prud'homme. Pourquoi? Parce que c'est au prud'homme qu'on fera condamner un employeur parce qu'il n'a pas adopté... Pas le harceleur, mais l'employeur. Parce que l'employeur a une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Ouais. Il doit mettre en place des politiques de prévention pour empêcher que ça se passe. Et une fois que ça s'est passé, il doit mettre en place des politiques de réaction pour éviter que ça se repasse. Et tant qu'on ne condamnera pas les employeurs à des sommes un peu plus importantes que ce qui est prévu dans la loi actuellement, qui est vraiment dérisoire, eh bien, l'employeur fera le choix entre « ça me coûte 6 mois de salaire », si c'est une salariée au SMIC, ça fait moins de 10 000 € pour aller au prud'homme, alors qu'une technique de prévention, ça me coûte beaucoup plus cher. Donc c'est vraiment là qu'il faut agir, et le gouvernement actuel est loin du compte à ce niveau-là. Merci beaucoup, Maud Beckers, pour toutes ces explications. Donc spécialiste des questions de harcèlement au travail, merci. Vous restez avec nous tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur cette nouvelle police que lance Emmanuel Macron, la police de sécurité du quotidien, une police de proximité censée intervenir avec discernement dans les quartiers parfois difficiles. C'est dans l'air intitulé ce soir « Insécurité, la nouvelle police de Macron ».